Donald Trump est de retour depuis un an. Un an de Trump 2.0, plus sûr de lui, plus radical et sans doute moins contraint qu'auparavant. Sur la scène internationale, il bouscule les équilibres. Groenland, création d'un conseil de la paix, tension avec les alliés historiques. Les États-Unis donnent le sentiment d'avancer seuls au risque du chaos. À l'intérieur du pays, le bilan de cette première année de second mandat divise profondément. Institutions sous pression, société ultra polarisée et une contestation qui s'organise notamment autour de la politique migratoire et de ICE. À moins d'un an des élections de mi-mandat, une question se pose. Trump est-il en train de consolider son pouvoir ou de provoquer une révolte qui pourrait lui coûter cher politiquement? Et on parle de tous ces sujets tout de suite dans Du côté de chez Sam. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette émission. Je remplace temporairement mon collègue Irvine Magie, que vous aurez le plaisir de retrouver dans les prochains numéros de Du côté de chez Sam. Je suis aujourd'hui en compagnie de Tristan Cabello. Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis et auteur de La victoire de Zoran Mamdani, un laboratoire pour la gauche, apparaître donc le 11 février prochain aux éditions Textuel et disponible dès maintenant en précommande. En précommande, tout à fait. Bonjour Tristan. Bonjour. Et merci d'être une nouvelle fois avec nous. Je voulais parler, donc on veut parler de Trump mais ma première question avec toi, c'est qu'on a l'impression que Donald Trump ne se contente plus de bousculer les règles, hein. Il veut carrément changer la table et on le voit avec le Groenland, c'est plus qu'une provocation, c'est devenu un dossier même stratégique. Que cherche vraiment Trump avec le Groenland, l'Arctique? C'est la sécurité, c'est un symbole de puissance? Oui, ben moi, ce qui me frappe là avec Trump, c'est que, contrairement à ce qu'on dit souvent, je pense qu'il n'y a pas vraiment de rupture dans la politique américaine étrangère. Il n'y a pas de rupture, il y a une grande continuité. Les États-Unis, c'est un empire. C'est un empire colonial, c'est un empire agressif et qui cherche à conquérir des territoires ici et là. Je rappelle que Hawaï, finalement, devient un État américain dans les années 50. Donc c'est très récent tout ça. Donc ils continuent leur expansion. La grande différence qu'il y a avec les républicains modérés, disons, et puis les autres administrations démocrates, c'est que Donald Trump le fait, disons, sans le vernis progressiste. Donald Trump, c'est l'Amérique sans phare. C'est-à-dire que Donald Trump, lui, il dit franchement pourquoi il veut capturer Maduro. C'est pour prendre possession du pétrole. Et puis le Groenland, c'est pourquoi? C'est pour faire barrage à la Chine. Voilà, ça va devenir des routes pour les bateaux. Il faut bien contrôler cet endroit-là. Ce qui est aussi très fin de sa part, toujours, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même gimmick, finalement. Moi, c'est vraiment le traitement médiatique qui a été vraiment extraordinaire durant les 2 dernières semaines. Trump, il fait toujours la même chose. C'est son fameux art du deal qu'il a un peu documenté dans son livre des années 90, là. C'est-à-dire qu'il demande quelque chose de grand. Il fait une grande annonce, il dit on va annexer le Groenland, mais en fait il veut pas du tout ça. Il veut simplement contrôler quelques bases stratégiques sur le territoire, et donc les médias se mettent en route. Il en rajoute des couches et des couches avec des photos générées par l'IA où on le voit avec J.D. Vance mettre un drapeau américain sur le territoire du Groenland, les tarifs, etc. Et pendant des semaines, mais on a eu ça sur les chaînes d'infos en continu en France, mais aux États-Unis aussi, on a envoyé des envoyés spéciaux au Groenland pour recueillir l'avis des habitants, et qui n'en demandaient pas tant finalement. Donc voilà, c'est-à-dire c'est toujours la même technique, c'est-à-dire quelque chose de complètement grandiloquent au départ, annexer le Groenland. Ouais. C'est-à-dire tous les spécialistes, moi je suis pas du tout spécialiste de l'armée, mais tous les spécialistes militaires, tous les spécialistes de géopolitique disaient sur tous les plateaux, c'est impossible. C'est-à-dire c'est quelque chose de complètement fou. On peut pas c'est impossible. On ne va pas aller là-dedans. C'est-à-dire on va pas envoyer des soldats là-dedans. C'est pas quelque chose que l'on doit faire. Ça nous coûterait beaucoup trop.
Mais bon, voilà, Trump n'avait certainement jamais eu cette idée au départ. Il voulait simplement contrôler quelques endroits stratégiques, et c'est exactement ce qu'il a eu. Moi, je note quand même que ce que j'ai appris, moi, durant cette parenthèse, quand même, c'est à quel point le royaume du Danemark était aussi un pouvoir colonial, et vraiment tout ce qu'ils ont fait sur ce peuple groenlandais, absolument horrible depuis plusieurs années. Ça, je crois qu'on ne le savait pas. Effectivement. Et donc là, c'est quelque chose de nouveau qu'on a appris durant ces quelques semaines-là, mais aussi quand même de rétablir la vérité. Voilà, ce sont deux pouvoirs coloniaux qui s'opposent. Un qui est intégré à l'UE, voilà, le Danemark, et puis le pouvoir colonial américain. Bon, est-ce qu'on a vraiment écouté ce que les Groenlandais voulaient là? D'après ce que j'ai compris, eux, ils veulent l'indépendance, ils veulent aller vers l'indépendance, une indépendance, bon, qui est de moins en moins proche au vu de l'expansion américaine. Voilà, ça va être très dangereux pour eux. Donc moi, je vois cet épisode vraiment comme un énième épisode grandiloquent de Trump, parce que finalement, on est parti sur l'annexation du Groenland, et puis on finit sur pas de tarifs, et puis surtout le contrôle de quelques petites bases finalement dans le Groenland. Donc c'est, comme on dit en anglais, much ado about nothing, beaucoup de bruit pour rien. Mais pendant ce temps-là, il occupe l'espace, on parle pas des dossiers Epstein, on parle pas de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur le terrain aux États-Unis, puis surtout, on parle pas de son bilan qui est assez catastrophique. On va y venir tout à l'heure, justement, au bilan. À Davos, Donald Trump a décidé de lancer ce qu'il appelle le Conseil de la paix. Il veut contourner l'ONU en faisant ça, ou cherche-t-il à créer une image diplomatique d'un président qui veut la paix dans le monde? Oui, bon, alors il est toujours omnibulé par ce fameux Nobel Prize. Qui lui a été remis du coup par lui a été remis by proxy par la dame qui l'a reçu, Machado. De Venezuela. Que dire là? Là aussi, c'est du spectacle. Il faut jamais oublier que Donald Trump, voilà, c'est quelqu'un qui a grandi, enfin c'est quelqu'un qui s'est forgé une image d'homme politique par la télé-réalité. Il comprend très bien comment tout ça marche, et les chaînes d'infos en continu ont besoin de ça. Ils ont besoin de ce stream qui est incessant avec Donald Trump. Alors là, que dire sur ce nouveau Board of Peace là, bon, c'est là encore une fois, c'est complètement grandiloquent. Ça ne va servir à rien, et ça le sert à le mettre en scène finalement. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas tomber dans tous les pièges qu'il nous tend. Je crois que le Groenland, c'était un gros piège. Je crois que le Board of Peace, là, c'est aussi un énorme piège. C'est quelque chose qui va ne servir à rien du tout. Mais en même temps, voilà, ça lui permet de... On en parle assez rapidement finalement ici. Mais bon, ça n'a pas été le cas de beaucoup de journaux, de beaucoup de chaînes d'infos en continu. Vraiment, aux États-Unis, le Groenland, ça a occupé CNN, MSNBC, Fox News pendant une semaine. Est-ce que du coup, pardon, excusez-moi de vous couper, on a le sentiment là depuis 2-3 jours qu'il a fait un mouvement de recul? Est-ce que c'est une stratégie pour revenir encore plus fort et revenir dans quelques temps à annoncer à nouveau quelque chose, ou c'est justement il accepte finalement après avoir lancé des grandes idées faire marche arrière? Alors c'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que lui il dit finalement nous avons gagné. Nous avons eu ce que nous avons toujours voulu, c'est-à-dire contrôler certaines parties du Groenland. Nous sommes très satisfaits. C'était l'art du deal. Et puis il le dit très clairement. Il le dit, voilà, on a une bonne équipe, vous savez. On est là, on a fait des compromis. Et puis surtout, il se donne l'image de quelqu'un qui sait faire le compromis. Parce que voilà, il a demandé d'annexer le Groenland. Puis regardez, il arrive à se donner une image de modéré. Et ce qui est assez incroyable, c'est que CNN,
CNN, MSNBC, Fox News. Bon, Fox News, c'est pas très surprenant, mais en tout cas, CNN, MSNBC reprennent cette propagande. Voilà. Il voulait le Groenland. Regardez, c'est un homme finalement très modéré, qui sait faire le compromis et qui sait discuter avec les dirigeants étrangers. Bon, c'est vraiment incroyable, hein, la propagande que l'on voit en ce moment sur les chaînes d'infos en continu aux États-Unis, même sur des chaînes d'infos que l'on pensait plus modérées comme CNN, comme SNBC. On reprend vraiment toute la propagande de la Maison-Blanche, souvent franchement sans filtre. Et justement, cette propagande-là, dans les médias mainstream américains, en tout cas certains médias mainstream américains, comment sont perçus les Européens, Emmanuel Macron, qui ont justement tout fait pour, entre guillemets, diplomatiquement empêcher les volontés de Donald Trump? Oui, alors les Américains sont pas très préoccupés par l'Europe en général. Alors aussi bien dans les chaînes d'infos en continu d'ailleurs que les Américains dans la population générale. Leur grande obsession aux Américains, c'est la Chine. Hein, c'est vraiment ça. D'accord. Alors maintenant, je dois te dire quand même quelque chose. C'est vrai qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d'infos en continu cette fameuse phrase de Macron à Davos qui portait ces fameuses lunettes là. Nous n'aimons pas les bullies, c'est ça. Ça a été assez mal traduit d'ailleurs en français. Je sais pas trop comment on traduirait ça. C'est-à-dire les gens qui provoquent, les gens, les bullies, c'est les harceleurs. Voilà, c'est les harceleurs. C'est un truc de cours d'école. Voilà, bien c'est sûr. Ça. Hein. Donc il a dit ça, et ça a été quand même repris. Ça a été repris souvent par les réseaux plutôt démocrates sur les réseaux sociaux, et puis sur CNN, sur MSNBC. Voilà, on a dit voilà, il y a des gens qui se rebellent et qui se dressent contre Trump. Je rappelle aussi que Gavin Newsom, un des peut-être pseudo-candidats à la présidentielle, lui aussi a dit aux Européens voilà, il faut comme on le fait nous, bon, on y reviendra peut-être plus tard, mais les démocrates ne s'opposent pas trop, il faut bien le dire, à Donald Trump. Comme on le fait nous, il faut s'opposer à Donald Trump. En tout cas, le petit segment d'Emmanuel Macron a eu un certain effet. Alors, ouais, il y avait la combinaison de les lunettes, et puis le mot bully qui est quand même... Et peut-être aussi les échanges SMS que Donald Trump a publiés en ligne. Oui. Alors ça, j'ai pas vu ça repris vraiment tellement, mais ça a été vu ça a été bien évidemment utilisé par les chaînes d'infos en continu. En tout cas, les échanges SMS, j'ai pas vu ça repris beaucoup dans les journaux. Tu en parlais tout à l'heure, c'est la première année du second mandat de Donald Trump, donc le Trump 2.0. Est-ce qu'il est plus efficace, plus radical, plus dangereux que le Trump 1.0? Bon, disons qu'on a l'impression quand même qu'il est plus organisé. Il y avait une équipe, le Trump.1, bon... Et finalement, c'était difficile, mais on a l'impression qu'on y a tous survécu, plus ou moins. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de grands changements à l'échelle internationale, ni même d'ailleurs, à l'échelle nationale. C'était pénible, mais c'est quelque chose qu'on a vécu finalement assez bien comme une parenthèse. Bon, Trump 2, c'est très différent. Oui. C'est-à-dire, alors moi je vis aux États-Unis, alors c'est vrai qu'on le vit aussi, voilà, de plein fouet. Alors ils sont beaucoup mieux organisés, ça c'est très clair. Et puis surtout, ils ont un programme. Il faut jamais oublier que Trump, il est élu la première fois un peu par chance. Hein. C'est-à-dire qu'il gagne d'un cheveu dans quelques États. On pensait pas du tout qu'il allait gagner. Et lui-même ne pensaient pas non plus. Donc ils arrivent à la Maison-Blanche, ils savent pas vraiment quoi faire. Et puis en plus 2 ans après, ils perdent des midterms. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de grands changements. Là, c'est très différent quand même. Ils sont assez organisés. Ils ont ce plan, le plan 2025, le Project 2025, et ils l'appliquent. Et ils l'appliquent à la lettre. Alors moi, ce que je vois, tu vois, c'est que je pense qu'au centre de ce projet, et on le voit avec le Groenland, c'est vraiment un projet suprémaciste. C'est-à-dire qu'ils reviennent vraiment aux bases de l'Amérique, si tu veux, dans tout ce qu'ils font. Le but, c'est de faire mal aux minorités, c'est de faire mal aux gens qui sont déjà marginalisés, aux plus fragiles, et c'est de faire en sorte de restaurer la grandeur de l'Amérique. Mais cette grandeur, elle est blanche,
elle est homme, elle est bourgeoise. Et donc tout ce qu'ils font, c'est vraiment centré sur ça. Et tu peux prendre vraiment toutes les lois qu'ils ont sorties depuis le début du terme, quand ils essaient de réduire la masse, les fonctionnaires fédéraux. Quand ils essaient de réduire ça, tu vois, c'est pas les grands consultants qui vont virer, c'est les petites mains. Et les petites mains, dans l'État fédéral, c'est souvent des Afro-Américains qui vivent en banlieue de Washington D.C. Tu vois, et ça, c'était des bons jobs parce que c'était des jobs, contrairement à beaucoup de jobs aux États-Unis, c'était des jobs où tu avais une certaine stabilité, où tu avais une carrière. Tu vois, tu pouvais faire 30 ans dans la même boîte et puis avoir ce qu'on appelle des bénéfices, une bonne retraite, etc. Bon, ça, c'est fini. Tu vois, donc ça, c'est des choses qui disparaissent. Et puis, voilà, tu as plein d'autres choses. Quand on s'en prend aux immigrés, on va pas essayer de s'en prendre aux communautés polonaises qu'il y a dans la banlieue de Chicago. On va pas essayer de s'en prendre aux petits serveurs français qui travaillent dans un restaurant sympa à Manhattan, tu vois, sans papier. Bon, on va pas s'en prendre à eux, tu vois, on s'en prend toujours aux mêmes. Donc ça, c'est vraiment, je crois, la ligne directrice. Moi, j'étais très étonné parce qu'on a demandé souvent à des politiques français, là, quand il y avait l'anniversaire, c'était cette semaine, comment vous allez qualifier le premier terme de Trump, et je crois la seule qui a dit c'est un terme suprémaciste, c'est Mathilde Panot. Elle l'a dit très clairement à la télévision. Pour moi, et moi aussi, je dois dire que c'est vraiment, pour moi, c'est le fond du projet. C'est vraiment, et ça, c'est lié au patriarcat, c'est lié au colonialisme, c'est vraiment très clairement le fond du projet. Puis alors, on en parlait hors antenne. Bon, pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, je te le dis très clairement, c'est un chaos total. C'est-à-dire, les gens ont vraiment très peur. Les gens ont peur pour juste les prochains mois, tu vois. Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que ça va être un boulot qui va être décimé par exemple, les tarifs de douane, par de nouvelles lois qui vont sortir, parce qu'il y a des lois tous les jours qui changent absolument tout. Est-ce que, par exemple, il y a une loi là un peu significative que tu pourrais nous dire qui est arrivée là sur cette année de Trump? Alors, significatif, comment ça? Dans le sens où qui montre le changement entre avant Trump et... Ouais, tu sais, moi j'ai envie de te dire toutes les lois. Toutes les lois. Là, ils réintroduisent une loi complètement folle qui pourrait donner fin à la double nationalité. Toi, bon, alors on a les mêmes problèmes un peu partout. L'extrême droite, c'est partout la même. Alors normalement, c'est inconstitutionnel. Normalement, la double nationalité est garantie par la loi, par la Constitution aux États-Unis. Mais ils ont quand même introduit cette loi. Alors le problème, c'est pas tant, tu vois, de vouloir arrêter la double nationalité ou de vouloir faire en sorte que ça ne soit plus possible de l'avoir. Le problème, c'est d'introduire ça dans le discours public ou dans le débat public, parce que les gens ensuite ont peur. Et c'est ça vraiment le grand problème de cette administration, c'est qu'ils introduisent dans le débat public des peurs, des angoisses qu'on n'avait pas avant. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, ce problème de la double nationalité, c'est un problème qui touche plein de gens. C'est-à-dire, plein de gens aux États-Unis ont la double nationalité. C'est un pays qui est hyper multiculturel. C'est quelque chose de très commun. Et tu as des gens maintenant qui ont peur. Et puis, bon, quand tu perds ta nationalité, tu perds quand même beaucoup de choses. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de lois. Et puis, moi, ce que je vois aussi vraiment, c'est... une forme de désespoir quand même, c'est-à-dire que les gens ne savent pas vraiment comment planifier leur vie à court terme. Vraiment à court terme. Moi, tu vois, là, je pars de New York, je suis à Paris pour quelques semaines. La petite blague autour de moi, c'est « mais est-ce que tu vas pouvoir rentrer ?» Tu vois, on se demande tous vraiment si ça va être possible. Puis surtout, de ne plus pouvoir parler librement comme... Bon, alors, c'était déjà très restreint avant, mais c'est de plus en plus restreint maintenant. C'est-à-dire qu'on est toujours... alors, surtout moi qui suis universitaire, tu vois, on se demande toujours si on ne va pas un peu trop loin, même dans des espaces
où avant, on n'avait pas si peur que ça. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements, et moi, ce que je vois vraiment principalement là, c'est la peur. C'est la peur, et puis c'est une véritable angoisse envers le futur, et même le futur tout proche. C'est-à-dire, les gens ne planifient plus. Moi, je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans l'immobilier, dans ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire de tout ce qui est consommation, tu vois. Bon, les gens ne dépensent plus d'argent, les gens n'achètent plus de maison, parce que les gens ont peur et ne savent pas vraiment à quoi s'attendre dans les prochains mois. Tu viens de le dire, hein, 1 an après son retour à la Maison-Blanche, Trump reste toujours Trump, avec un peu plus d'expérience, surtout une équipe plus et mieux préparée. Est-ce que aussi dans les médias, en fait, on sent ce changement-là? Est-ce que les médias, tu l'as un peu exprimé tout à l'heure, il y a des médias qui suivent un peu plus la ligne de Trump qu'ils ne le suivaient avant. On ressent aussi, notamment aussi dans la liberté d'expression, que dans les médias aujourd'hui, vaut mieux aller dans le sens de Donald Trump que l'inverse? Ça, c'est évident. C'est-à-dire que même dans des médias qui sont peut-être plus consensuels, plus modérés, type CNN, c'est en général le média voilà, mainstream, un peu modéré. Bon, on voit que la propagande de Trump, en fait, est relayée presque sans filtre. Mais ça, tu sais, je le vois aussi dans les médias français. Hein. C'est-à-dire que il dit quelque chose, et le simple fait de le répéter, ça veut dire répéter un fait. Mais répéter ce que Donald Trump dit, c'est répéter sa propagande. C'est pas répéter un fait, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait de la communication, c'est un politicien autoritaire en plus. Donc il fait vraiment de la propagande. Donc répéter ce qu'il dit, c'est pas un fait. Et souvent, il y a vraiment aucune distance. Et puis on en parlera peut-être après, mais on a une opposition, tu vois, qui est un peu qui s'exprime pas, qui n'est pas là, qui n'avance pas de nouvelles idées, et qui ne donne pas donc finalement une propagande qu'on pourrait utiliser, mais contre Trump, tu vois. Donc ça manque énormément. Et puis surtout pour essayer d'être, disons, juste, fair, comme on dit dans les médias américains, on essaie de relayer ce que Trump fait beaucoup. Parce que Trump, s'en prend énormément aux journalistes. Hein. Je veux dire, tu l'as bien vu, même ses propres journalistes à la Maison-Blanche, il leur parle. On n'avait jamais vu ça. Et donc, il y a quand même une peur, et puis je pense qu'il y a quand même une peur, être journaliste aux États-Unis, c'est un métier très difficile, c'est un métier qui est très précaire. Les gens travaillent à la pige, les gens travaillent vraiment de manière très précaire. Et donc, essayer de faire son boulot et de suivre la ligne éditoriale du média pour lequel on travaille, c'est aussi tout simplement une manière pour les gens de pouvoir nourrir leur famille. Hein. On en est là. Hein. Oui, c'est-à-dire que perdre un travail en ce moment aux États-Unis, c'est très difficile parce que on n'est plus du tout dans l'économie qu'on avait avant. C'est-à-dire, avant, on perdait un travail, on retrouvait un autre travail 2 semaines après. C'était aussi simple que ça. On n'est plus dans ça. Et puis, tu vois bien que tous les médias se consolident en ce moment. Donc, ça devient vraiment très difficile pour les journalistes de faire leur travail. Et si on faisait faire un bilan politique de Trump sur cette première année de son second mandat, on pourrait dire qu'il sort renforcé ou fragilisé politiquement de cette première année? Très fragilisé. Vraiment très très fragilisé, parce que Trump, il a été élu quand même sur un sujet central, c'est le coût de la vie. Vraiment, la vie coûte extrêmement cher aux États-Unis. Disons que l'inflation n'a pas grandement augmenté durant la première année, mais elle était déjà à un niveau très élevé. Donc, si tu veux, les prix n'ont pas augmenté tant que ça, mais ils n'ont pas baissé non plus. Et c'était déjà beaucoup. Et donc, il a été vraiment élu sur ça. Et quoi qu'il en dise, tu vois, à Davos, par exemple, il a fait la liste de tous ses accomplissements, comme il dit. On voit bien que c'est vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu vis là-bas, tu vois bien que la vie n'est pas devenue moins chère. Ça, c'est pas vrai. Il disait, par exemple, à Thanksgiving, vous voyez bien, là, que cette année, vous payez votre dinde, c'est ce qu'on mange à Thanksgiving, beaucoup moins cher que sous Biden. Mais en fait, tout le monde voit bien qu'on la paye beaucoup plus cher. On voit bien qu'on paye beaucoup plus cher à peu près
tout. Donc ça a peu marché. Ça a vraiment pas du tout marché. Et c'était sur ça qu'il était élu. Alors, il essaye bien sûr de créer des écrans de fumée. Alors avec Ice, avec le Groenland, etc. Ça marche pas tant que ça parce qu'on voit quand même que sa popularité est vraiment au plus bas et que les midterms qui s'annoncent vont être certainement une grande défaite pour lui. Justement, on en vient à la contestation de Trump. On a parlé de l'ICE, tu viens de le dire, les mobilisations contre l'ICE, la politique migratoire, les méthodes policières rappellent que l'Amérique reste profondément fracturée. En parlant d'ICE, Trump et les mensonges, ou en tout cas une autre manière de raconter les faits quand il raconte le décès de cette jeune femme tuée par la police, c'est pas du tout la version que l'on voit à l'image, donc on voit bien qu'il ment ostensiblement sans sourciller. Hein. Ouais. Les contestations autour de DICE sont-elles ça peut être un mouvement durable ou c'est une mobilisation qui est ponctuelle? Est-ce qu'on sent un vrai vent de révolte dans la population américaine? Ouais. Là, tu vois, je suis un peu plus positif. Hein, c'est-à-dire que, alors, c'est vrai, il y a vraiment un grand désespoir en ce moment aux États-Unis, mais il y a aussi quand même un mouvement activiste qui est là. Et qui vraiment bouge, hein, qui respire. Alors, on le voit pas tellement, tu vois, à la télévision, bien évidemment. C'est pas très médiatisé, et j'ai envie de dire tant mieux d'ailleurs. Mais on le sent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on sent que les gens s'organisent autour de nous, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, aussi bien à l'université que dans les petites écoles, que dans les supermarchés. Enfin bon, dans chaque domaine, les gens s'organisent. Toi, par exemple, pour ICE, alors moi j'habite à Harlem et on a tous nos fameux sifflets. C'est les sifflets, voilà, si Ice fait une descente à Harlem, 2 coups de sifflet, ça veut dire il y a Ice, et puis 3 coups de sifflet, ça veut dire ils ont arrêté quelqu'un. Donc on est tous quand même très organisés, et ça même, tu vois, Minneapolis, bon, c'est pas non plus une grande ville, hein, c'est une ville quand même de province, quoi, aux États-Unis, et donc ils sont quand même très organisés, et on est quand même très organisés. Et il n'y a pas que les manifestations contre ICE. Il y a eu quand même beaucoup de manifestations pendant Trump. Hein. C'est-à-dire on se dit qu'en fait, il n'y a pas eu, si tu veux, les grandes manifestations qu'il y avait eu durant le premier mandat, avec des millions de personnes, ça, il n'y a pas eu. Mais il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. On voit qu'en fait, il y a eu beaucoup plus de manifestations sous Trump 2, mais c'est des trucs locaux. C'est des gens qui s'organisent localement et qui vraiment se battent contre l'administration. Alors, c'est pas que pour ICE, là, tu l'as vu sur ICE à Minneapolis. Je dis quand même que, tu vois, Renee Good, donc la mère qui est morte là, sous les coups de feu de ICE, elle est morte à 2 blocs de George Floyd. C'est-à-dire, tout ça, c'est dans le même quartier, et donc ça réveille beaucoup de choses, hein, parce que tout avait commencé à Minneapolis, si tu te rappelles, il y a 4 ans, quoi. Donc c'est vraiment tout ça, tout ça est très très lié. Il n'y a pas que ICE, il y a les mouvements contre le mouvement No Kings, c'est contre l'autoritarisme de Trump. Ça, on a vu quand même beaucoup de monde. Le mouvement contre Hands Off Venezuela, donc contre l'impérialisme. Là, il y avait aussi quand même vraiment beaucoup de monde. Et puis, vraiment, comme je te dis, les gens, à leur échelle locale, ils s'organisent. Moi, je connais des instituteurs qui s'organisent dans leurs écoles. Que faire si ICE vient... ICE n'a pas le droit de rentrer dans les écoles, mais s'ils viennent, où on cache les enfants, tu vois. Donc, vraiment, je pense que les gens s'organisent. Ils s'organisent beaucoup plus qu'on ne le voit à la télévision. Et c'est un activisme qui est très mobilisé, quand même, qui est vraiment là. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi un pays qui résiste underground et qui se mobilise. Est-ce que justement ces mobilisations, ces images de manifestations que les Américains peuvent voir parfois, est-ce que ça peut aussi jouer pour les élections de mi-mandat? Souvent, elles sont souvent défavorables au président en place. Ouais. Et est-ce que pour Trump, ça se vérifie? Ouais, alors là, les sondages sont très mauvais pour Trump. Alors juste avant, excuse-moi Tristan, tu peux expliquer ce que sont les élections de mi-mandat en France? On connaît pas forcément. Alors les élections de mi-mandat, c'est dans ce qu'on appelle les midterms. Alors c'est beaucoup d'élections en même temps, mais c'est en fait une grande partie de la Chambre qui est renouvelée. Enfin toute la Chambre et puis une partie du Sénat qui est renouvelée.
Et donc, on va rentrer dans un cycle d'élections qui va être assez défavorable à Donald Trump. Moi, je suis assez optimiste pour ces élections. Alors, pas tant parce que les démocrates vont gagner, parce que bon, les démocrates, on voit que leur programme, bon, de toute façon, ils n'ont pas de programme. Ils vont certainement gagner par un effet de balancier qui est un peu logique, hein, aux États-Unis pour les élections de midterm. Mais ils n'ont pas de programme qui va vraiment changer la vie des Américains. Et je pense que si c'est juste ça, ça veut dire que dans 2 ans, on aura peut-être un J.D. Vance qui sera à 55% à l'élection présidentielle. Donc moi, ce que je vois, c'est que le Parti républicain n'est pas très populaire, mais le Parti démocrate non plus. Ça, je pense, c'est une grande chance pour la gauche. Je pense que ce qui peut se passer là, c'est vraiment l'émergence de gens à la gauche du Parti démocrate qui vont essayer de se présenter pour des primaires, parce qu'aux États-Unis, on est constamment en cycle électoral. Il y a les midterms en novembre, mais là, très prochainement, il va y avoir des primaires, certainement en juin, et des primaires pour toutes les élections qui auront lieu en novembre. Et je pense que c'est là que ça se joue. Parce que voilà, tous les postes de gouverneur, de sénateur, de congressman, de député, ou même pour des élections locales, hein, parce qu'il va y avoir plein d'élections en novembre, elles sont toutes sujettes à des primaires. Et là, il faut dire que tous les classiques démocrates centristes font face à des candidats qui se disent alors progressistes ou socialistes, c'est-à-dire des candidats de gauche qui sont en dehors du Parti démocrate et qui veulent, il faut bien dire, un peu comme Trump l'avait fait il y a maintenant donc 12 ans, qui veulent prendre le parti. Et qui veulent changer l'orientation du parti. Et là, franchement, de ce que je vois, même dans des coins ruraux, même dans des États où la gauche n'est pas très forte, tu as des candidats. Alors bien sûr, tu en as à New York, à Washington, à LA, à San Francisco. Mais c'est quand même, il faut quand même le noter parce que je crois que c'est la première fois où il y en a autant. Et donc, quand tu parles de candidats de gauche, c'est des candidats type Zoran Mamdani, en fait. C'est ce profil-là ou de cette mouvance politique-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, maintenant, on fait la différence entre ce qu'on appelle les progressistes et les socialistes. D'accord. Alors, les progressistes, ce serait plutôt les gens qui font partie de l'aile gauche du Parti démocrate, type Elizabeth Warren, type AOC. Et puis, les socialistes, c'est les gens qui ne font pas partie du Parti démocrate, qui font plutôt partie, en général, de cette petite organisation qu'on appelle les Democratic Socialists of America, le DSA. C'est pas un parti politique, c'est une organisation politique. Alors, ce qu'ils veulent, il n'y a rien de renversant, il n'y a rien de révolutionnaire. Ils veulent la santé universelle, ils veulent l'université publique gratuite. Bon, voilà, c'est des mesures qui changeraient la vie des Américains, ça n'a aucun doute. Mais vu de France, bien sûr, c'est pas révolutionnaire du tout. Hein. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui changerait la vie de millions de gens. Et donc, voilà, il y a des gens qui se présentent, qui sont socialistes et qui essaient de prendre les postes de ces démocrates, disons, plutôt classiques, centristes, type Kamala Harris, type Joe Biden. Moi, je crois qu'ils sont très bien partis pour vraiment beaucoup de courses, comme on dit, beaucoup d'élections, et que là, il y a quelque chose qui se joue, et c'est vraiment, il faut quand même le dire, c'est l'aboutissement quand même de 10-15 ans de travail, c'est-à-dire le mouvement socialiste revient sur la scène centrale aux États-Unis avec Bernie Sanders. Bernie Sanders, c'est donc déjà il y a 15 ans, hein, donc c'est un long travail. Et puis voilà, toutes les luttes dont ce mouvement s'est nourri, Occupy, Black Lives Matter, le DSA, et puis là, les mobilisations contre Trump. Les gens sont assez mobilisés, je crois que les gens sont profondément dégoûtés du Parti démocrate et de la non-réponse qu'il donne à Trump. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer. Je le disais en tout début d'émission, tu as écrit un livre, La victoire de Zoran Mamdani, un laboratoire pour la gauche. Est-ce que, justement, tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus, mais et est-ce que, justement, Zoran Mamdani a profité de ce que tu viens de décrire là pour l'emporter ?
Ouais, Zoran Mamdani, c'est vraiment, je crois, l'exemple de cette vague qui pourrait arriver. C'est un peu précurseur. On dit toujours que New York, c'est une anomalie aux États-Unis. Bon, moi, je crois pas. Moi, je crois que New York, ça préfigure en fait beaucoup des mouvements qui vont ensuite irriguer le pays. Si tu veux, ça commence souvent à New York et puis après, ça irrigue le pays. Black Lives Matter, ça commence à New York. Occupy, ça commence à New York. Sanders, ça commence à New York. Puis après, ça irrigue le pays, puis ça irrigue presque le monde entier. Les campements pour la Palestine, tu vois, ça commence à New York et puis après, c'est partout dans le monde. Bon, Zoran Mamdani, il a été élu donc sur un vrai programme de gauche. Il a été élu contre un cacique du Parti démocrate. Il n'avait pas d'argent. Il était à 1% il y a 6 mois. Et puis, il gagne l'élection. Et non seulement il gagne l'élection, mais il met son programme en route. Et ça, tu vois, Trump aussi, il occupe l'espace médiatique. Donc, on ne parle pas de Zoran Mamdani parce que, bon, c'est quand même le maire de la plus grande ville américaine, quoi. Et donc, là, ça fait à peine 3 semaines donc, que Zoran a été inauguré. Tous les jours, tu as une annonce. Et si tu veux, il le fait un peu à la manière de Trump, parce qu'il signe des décrets exécutifs, donc des executive orders. Et ça va du tout au tout. Quelquefois, c'est simplement pour faire baisser le prix des places de théâtre. Quelquefois, c'est pour faire un réseau de toilettes publiques à New York. Et puis, les 3 grandes mesures qu'il voulait mettre en route à New York, c'était le gel des loyers, les bus gratuits et les crèches universelles. Et ça, durant toute la campagne, on lui a dit, mais t'es fou, c'est impossible, on va jamais, surtout les démocrates, on va jamais pouvoir faire ça, il faut l'aval du gouverneur, et le gouverneur, enfin la gouverneure en ce moment à New York, c'est une démocrate centriste, qui a dit qu'elle taxerait pas les riches, donc on pouvait oublier tout ça. Oui. Or, à peine 2 semaines de son mandat, il y a déjà un plan qui est fait, qui est en route pour les crèches universelles. C'est-à-dire, c'est fait, c'est acté. Mais en plus de ça, avec le soutien de la gouverneure, la fameuse gouverneure. Mais non seulement la gouverneure, elle s'est décidée de ne pas limiter les crèches universelles à New York City, à la ville de New York, mais elle va l'étendre à tout l'État. Donc, tu vois, ce que Zoran Mamdani la propose à l'échelle de New York, tu peux pas faire grand-chose à l'échelle de New York, mais moi, tu peux quand même changer la vie des gens. Eh bien, ce qu'il fait là, c'est quelque chose qui pourrait être répliqué dans beaucoup d'autres villes, dans beaucoup d'autres États. Puis aussi, au niveau national, tu as aussi beaucoup de gens au niveau national qui portent ces idées. Donc, pour l'instant, le mandat de Zoran Mamdani, ça fait 1 mois, c'est beaucoup de succès. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui réussit à mettre en route ces mesures qu'on disait dingues, qu'on disait folles, qu'on disait inaccessibles. Donc ça va, je pense, donner un certain élan à toutes ces candidatures. Et puis surtout, Zoran Mamdani, voilà, c'est quelqu'un qui sort du lot. C'est-à-dire, c'est exactement l'anti-Trump. C'est un immigré, il est musulman, il est jeune. Voilà. C'est-à-dire que il ressemble en fait à l'Amérique telle qu'elle est en ce moment. Et puis surtout, il répond à beaucoup d'aspirations de la jeunesse. Et ça, je pense que c'est très important. Merci beaucoup Tristan. Je rappelle, ton livre sort le 11 février prochain, donc n'hésitez pas à vous le procurer, vous pouvez déjà le précommander. Il est aux éditions Textuelles. Merci Tristan de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair dans ce qui se passe du côté de chez Sam. Et on va conclure cette émission. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec l'ensemble des programmes du média que vous pouvez retrouver sur le canal 165 de la Freebox, sur l'application Molotov et bien sûr sur notre site internet et aussi sur YouTube, le Média TV et le Média 24/7. Bonne journée ou bonne semaine sur le Média.